Bonjour, Nabalandinion sur cleboa.com. Je suis très heureuse d'être encore parmi vous pour vous annoncer ou plus vous informer par rapport à l'actualité de l'air. Là, nous sommes à l'hôtel du Fleuve. Ici, puis on a maître Constant Moutamba, mandataire Namine. Azala qui bon tenir conférence de presse sur les enjeux du nouveau code minier. Ah bon, on a Fleuve comme hôtel. Mais avant de continuer, je dis merci. Nabatunyo sur Bolinga Cleboa ezali wana pona kopesa bino ba actualité mingi etali ya politique. Merci à la nation tonton Banda Pichumanga ya Boss Lady, le berger junior Kabia, sans oublier mon caméraman Tokota Tolanda makambo ezoleka plus na conférence de presse na. Merci pe na batun sur Bolinga Cleboa. Je vois Simon Rukengeza, Michel Levo, les grands saoudiens bozana pona ko soutenir musa na biso Tolanda conférence de presse. Alors sans plus tarder, je veux très rapidement restituer les choses dans leur contexte concernant les mandataires en mine. Après la signature de l'arrêté nous agréant au titre des mandataires en mine et carrière, nous avons reçu beaucoup d'appels. Surtout de félicitations, parce que les gens pensaient que nous étions sous tutelle d'un service public quelconque et que par conséquent nous serions pris en charge par l'État. Non, il n'en est pas question. Un mandataire en mine est tout simplement un opérateur privé, libéral, qui est autorisé par l'administration de mine, chapeauté par le ministre de mine, à pouvoir défendre, représenter et assister tout opérateur minier qui souhaitent investir en République démocratique du Congo. Donc c'est cela la vocation d'un mandataire en mine. À ne donc pas confondre avec un mandataire de l'État, d'une entreprise publique de l'État. Donc aujourd'hui, je suis toujours mandataire au niveau de l'ONATRA. Donc ça c'est l'État. Là je sers l'État. Mais en tant que mandataire en mine, tu travailles pour toi-même. C'est une profession libérale, comme le journalisme, comme l'avocature et tout. Donc, il n'y a pas qu'un avocat qui peut être mandataire en mine. Tout le monde peut devenir mandataire en mine, à condition de prouver que l'on est capable, évidemment, de défendre comme il se doit les miniers. Étant donné que c'est un secteur dans lequel il y a beaucoup de moyens, beaucoup d'argent, donc beaucoup de risques, l'État lui-même réglemente ça. Voilà pourquoi, vous voyez, seuls les ministres des mines peuvent agréer quelqu'un comme mandataire en mine. Mais avant ça, il faut remplir une procédure plus ou moins rocailleuse. Donc, en ce qui me concerne, peut-être les gens ne le savent pas, j'avais rempli toutes les conditions depuis 2013, donc c'est pas aujourd'hui. Dans les processus, ça a plutôt abouti après tout ce temps. Donc il faut payer une caution des 4 500 $ à titre gratuit, non remboursable à l'État. Il faut prouver qu'on a des offices viables, etc. Donc il y a quand même assez de conditions. Donc ça, c'était pour fixer tout le monde. Ceci dit, je vais donc parler essentiellement de l'exploitation de mines et de carrière et puis de l'exploitation artisanale des mines et de carrière. À propos du premier, je vais m'appuyer sur le nouveau code minier qui a été le fruit de plusieurs échanges. En fait, c'est par la loi numéro 007 /2002 du 11 juillet 2002 que nous avons eu la mouture de ce code, mais qui venait d'être modifié. C'est la même loi qui a été modifiée par la loi du 9 mars 2018. Donc c'est ce qu'on appelle nouveau code minier, qui a été à la base de beaucoup de tensions, de beaucoup de problèmes, et même, je pense que nous avons des problèmes dans ce pays aujourd'hui à cause de ce code minier. À côté, c'est pris par le Premier ministre et contresigné par le ministre de Mines de l'époque. C'était Bruno Tshibala et Kabelou, 8 juin 2018.
Alors, il y a eu autant d'innovations. Autant d'innovations. Je ne voudrais pas m'atteler autour de toutes ces questions, parce que la liste est très très longue. Je pourrais plutôt mettre à la disposition de la presse cela. Au niveau de la présentation de mandataires en mine, je viens de vous expliquer. Deuxième point sur cette question, c'est à propos de la participation des Congolais au capital social. Je prends des grands axes et points et je commenterai rapidement. Dans le nouveau code minier, contrairement à celui d'avant, on a conditionné la participation au capital social des personnes physiques de nationalité congolaise à hauteur de plus ou moins 10%. Donc tous les miniers qui viennent investir en République démocratique du Congo doivent de manière obligatoire intégrer dans leurs capitaux les Congolais. Ça, c'est en vue, en fait, de créer des riches Congolais, des millionnaires et milliardaires Congolais. C'était dans cette optique. Et il est vrai qu'il y a une question qui se pose, est-ce qu'on doit considérer le principe de la non-rétroactivité de la loi en cette matière? Est-ce que les opérateurs miniers qui avaient déjà procédé à l'exploitation, comme les Kibali, les Tenk et Fungurum et autres, devaient eux aussi revenir sur leurs capitaux pour intégrer les Congolais? Donc c'est là tous les débats. Il y en a qui pensent non, il y en a qui pensent qu'il faut impérativement, mais moi je crois que pour raison de sécurité de ces investissements, il n'est pas important, il n'est pas bon que cette loi rétroagisse en les cas d'espèce. Donc nous devrions plutôt attendre pour des opérateurs qui viennent après la mise en place de ce code. Ce sont eux qui doivent intégrer justement les 10% des capitaux. Sinon, il est difficile pour un opérateur qui a déjà lancé la production de pouvoir revoir son capital. C'est une des grandes innovations qui est consacrée par l'article 71 du Code minier. Une autre grande innovation sur laquelle je voudrais m'appesantir, c'est la transformation des minerais. Il est prévu dans le nouveau Code minier, à son article 82, la transformation de minerais. Mais comment on transforme nos minerais? Je dois ici rappeler que la seule possibilité, façon pour les Congolais de bénéficier de leurs ressources minérales, en fait, c'est la transformation. Tant que nous continuerons à exporter les bruts pour qu'ils soient transformés et que nous rachetions les produits finis transformés, ça va être difficile de créer de la richesse au Congo. Voilà pourquoi, par exemple, pour ce qui concerne ce code minier, nous sommes partis. L'ancien code pouvait permettre à l'État de mobiliser autour de 800 millions de dollars, mais aujourd'hui, avec le nouveau, les estimations varient autour de 2 milliards de dollars. C'est toujours insignifiant. Pourquoi c'est insignifiant? Mais parce que nous exportons le brut qui est transformé. On fabrique le téléphone avec, etc. Vous verrez qu'une petite matière peut être revendue aux Congolais, mais je crois qu'au centuple du prix vendu. Et ça, c'est un réel problème. La transformation permettra de pouvoir naturellement créer de l'emploi de manière exponentielle, consolider la croissance du pays, mais aussi essentiellement créer énormément de richesses. Mais pour ça, il y a des conditions. La transformation de minerais implique, entre autres, une énergie qui soit à la hauteur. Il faut une grande énergie, une grande desserte en énergie électrique. Ce qui est aujourd'hui difficile, donc vous ne pouvez pas venir investir des milliards dans un contexte de délestage comme c'est le cas, et une électricité ou une énergie pratiquement domestique. C'est difficile.
Voilà pourquoi il faut encourager. Donc, je voudrais ici encourager le projet Grand Linga, mais en même temps formuler un plaidoyer pour l'accélération des travaux. Si ce projet venait à aboutir, vous verrez que l'ambition de la RDC à transformer ces minerais va s'accélérer et permettra naturellement de pouvoir impacter positivement sur la vie des populations. Sans cela, ça va être difficile. Et comme vous le savez, la construction du Grand Inga, ben, il faut un minimum de 7 ans. Donc nous invitons très sincèrement les autorités à accélérer le processus et les négociations avec les bailleurs. Ce n'est qu'après qu'il faudra mettre en place une législation particulière. Donc ce n'est pas les codes miniers qui régentent la transformation minerais. Il faudra une législation particulière qui tienne compte des spécificités du domaine. Voilà le plaidoyer que je formule sur ce point. Troisième point, c'est la construction des sièges sociaux. Je vous rappelle que c'est encore une grande innovation de ce code minier, et les gens ne savent pas. Seul, c'est à travers notamment la construction des bâtisses des opérateurs miniers que l'on peut créer de l'emploi, l'on peut contribuer à la modernisation des infrastructures et même habitat de la République. Et le Code, à son article 197, rend obligatoire la construction des sièges sociaux au niveau de chaque chef-lieu des provinces minières. Est-ce que c'est le cas? Non. Vous verrez que toutes les entreprises minières congolaises, pratiquement, sont des locataires. Et c'est inacceptable que vous puissiez produire des milliards. Il y a des entreprises qui produisent, qui ont un chiffre d'affaires de 1 milliard de dollars l'an, s'il vous plaît. Mais vous les trouvez locataires au niveau des appartements ici en ville, comme nous tous. C'est anormal. Alors qu'au même moment, à l'étranger, vous trouvez des quartiers de miniers, en fait. Ce sont des quartiers de miniers, ce sont des quartiers de pétroliers. Ben, c'est tout ça qui contribue au développement d'une... Parce que lorsque vous construisez, par exemple, un siège comme ce bâtiment, 15% dans l'entité territoriale décentralisée où est produit une mine, et enfin 10% qui revient au fonds minier pour les générations futures. En fait, c'est encore une autre innovation du code. On a créé le fonds minier pour les générations futures en vue justement de répondre à cette problématique qui mine, qui plombe notre système minier de la non-certification de nos ressources. Pour votre information, seuls 15% de nos ressources ont fait l'objet d'études jusqu'ici. Donc lorsqu'on parle des scandales géologiques et tout, etc., mais c'est sur base simplement de 15% que les Belges avaient fait. Et pour votre information, ces données, cette cartographie minéralogique se trouve encore dans les tiroirs des Belges. Une autre recommandation que je formule, il faut impérativement, à l'instar des œuvres d'art qui jonchent encore les musées belges, je voudrais inviter le gouvernement, donc l'administration de mines, à faire pression pour que, évidemment, notre cartographie minéralogique nous revienne. C'est important, vous ne pouvez rien faire sans cela. Actualiser, je veux dire. Mais aussi, en même temps, à travers ce fonds minier, donc, qui sera alimenté par les 10% de 10%, donc de la rédévance minière, ça nous permet de financer les études des certifications de nos minerais, qui nous permettent de savoir la vraie valeur de nos minerais. La RDC souffre d'une chose. Lorsque les investisseurs étrangers viennent au pays, ce sont eux-mêmes qui mènent la prospection. Et lorsqu'ils retrouvent des minerais, eux-mêmes fixent le prix. Donc nous n'avons pas les prix de nos minerais parce que simplement nous avons un problème avec les études. Et il serait important que dans les générations à venir,
nous puissions, lorsqu'un opérateur minier veut investir en RDC, que l'État, que l'administration minière lui présente directement les études. Écoutez, il faut aller par exemple au Kasaï parce qu'il y a des quantités de diamants industriels et ça nous coûte autant. Vous payez et puis vous y accédez. C'est la seule façon aussi d'attirer des vrais capitaux, des vrais investisseurs. Vous savez que ça a été le cas dans les pays arabes, les Émirats arabes unis, Arabie saoudite et autres. Ce n'est pas qu'ils sont directement devenus milliardaires, non. Ils ont investi dans des études, ils ont fait certifier la traçabilité de la perception de ce 10% et surtout savoir quel animateur on placera au niveau de ces fonds miniers. Nous devons éviter ces aventuriers qu'on a l'habitude de voir parfois dans les entreprises publiques et tout, qui vont confondre la caisse de l'État de leur caisse privée. Alors, l'objectif du législateur ici, je dois rappeler, n'est pas de laisser aux générations à venir l'argent. Parce que quand on dit fonds miniers pour les générations à venir, ce n'est pas que nos enfants viendront trouver des milliards dans un compte, non. Ils doivent venir trouver des études comme nous avons trouvé des Belges. Mais en même temps, ce fonds pourra aider à pouvoir investir, financer, subventionner certains domaines dont je parlerai surtout dans l'exploitation artisanale. Ce fonds peut aider. Alors, par rapport aux 15%, je vous informe qu'aujourd'hui, les 15% qui reviennent aux ETD sont déjà perçus. Et il y a un impact très positif. Dans quelques provinces, notamment le Haut-Touélé, notamment les Lualaba, où vous trouvez que, évidemment, ces 15% sont perçus. Mais il y a un problème. Le problème est que lorsque vous viabilisez les 15%, mes amis, de cette redevance, c'est énorme. Hein? Donc, ça s'exprime en des millions. Voilà pourquoi on vous dit que, bon, tout le monde veut devenir aujourd'hui, tout le monde envie les gouverneurs du Haut-Touélé, les gouverneurs de Lualaba, du Haut-Katanga, j'allais oublier, mais c'est à cause de ça aussi, quoi. Parce qu'ils vous gèrent au-delà de la rétrocession. Eux n'ont même pas besoin de votre rétrocession qui doit arriver. Vous savez que c'est à la base de beaucoup de tensions au niveau de province. On attend la rétrocession qui traîne à venir aujourd'hui. Ça fait 5 mois que les provinces souffrent du problème de rétrocession. Hein, pas en parenthèse, j'en parle parce que j'ai été tout récemment conduire une délégation du FCC dans le Congo central. Et donc, c'est un problème réel. Mais comment répartir? Nous pensons qu'il faudrait faire en sorte que les 15% qui reviennent, et même les 25% qui reviennent aux provinces, il faudrait voir comment ça doit profiter aux provinces environnantes, voisines, aux entités territoriales décentralisées voisines. Parce qu'il est anormal que dans la même province, puisqu'on produit par exemple de l'or dans Ouatsa, aujourd'hui c'est dans Ouatsa et tout, par Kibali, mais que d'autres provinces comme Ouamba et tout ne puissent pas profiter, bénéficier de... Mais ça va créer, comme vous le remarquez, des tensions sociales, des jalousies, etc., qui risqueraient justement de paralyser même l'activité minière en elle-même. Puisqu'un opérateur minier, l'exploitation minière a besoin de la sécurité. Donc nous plaidons pour, ça c'est un autre plaidoyer, pour que l'administration minière, évidemment, voie dans quelle mesure ce fonds peut profiter aux entités environnantes voisines. Soit de la même province, soit de la province voisine. Ça permet d'équilibrer le seuil de développement. Donc ça répond un peu à l'idée de la mise en place ou institutionnalisation de la Caisse nationale des péréquations. C'est en fait la Caisse nationale des péréquations. Il faut voir dans quelle mesure maintenant étendre ceci au niveau local.
En dehors de cela, il y a aussi une grande innovation que je voudrais relever, qui profite en fait au Congo et aux Congolais. C'est impôt sur les profits excédentaires. Il y a impôt sur les profits, donc bénéfices et profits, c'est à part. Mais sur les profits excédentaires, c'est vous vous attendez à produire autant. Mais lorsque vous allez au-delà de ces seuils, le code minier dit, messieurs, désormais, on se le partage. L'État congolais prend 50% et vous prenez 50%. Donc voilà une des grandes innovations. Et c'est pour ça que vous avez vu des opérateurs miniers se lever contre ces codes. C'est aussi à cause de tout ça. Parce qu'avant, ce n'était pas ainsi. C'est un peu, bon, tu as fait des surprofits, des surbénéfices, ben ça te revient. Toi, tu ne déclares que ce qui était prévu au niveau prévisionnel. Et donc voilà ce que nous encourageons aussi dans ce code. Mais nous voudrions également parler des garanties de stabilité qu'offre ce code, mes amis. Les opérateurs miniers doivent être calmes. Voilà pourquoi ils se sont même calmés à un certain moment. C'est parce que le code leur offre une certaine garantie de stabilité. Ça veut dire que les régimes fiscaux, les régimes douaniers, le régime de change, les trois régimes-là, ne peuvent pas changer pendant ces 5 ans à partir de l'entrée en vigueur de ce code. Parce ce qui pèse souvent sur les miniers, c'est les régimes fiscaux, douaniers et puis de change. Comme ça a été adopté, ça ne peut pas bouger. Et même les codes en soi lui-même ne peut pas être modifié avant 5 ans. Parce qu'imaginez un opérateur minier qui vient investir sur base de ce code, mais 2 ans après, vous changez, mais vous l'instabilisez. J'entends des discours genre on va changer, on va modifier ce code, non parce que Kabila a été souverainiste, maintenant que c'est notre président de la République, on va changer, etc. Il y a des lobbies dans ce sens. Non, ça ne sera pas changé avant 5 ans. Il y a un verrou. Et c'est un verrou de stabilité que nous nous encourageons. Ça, c'est au niveau des articles, entre autres 342 du même code. On a supprimé les régimes de convention. Donc il n'y a plus de régime de convention aujourd'hui. On n'a qu'un seul régime de droit commun. Donc c'est seul le code ici qui réglemente les secteurs miniers. Donc il n'y a plus des préférences quelconques entre particuliers. Ça c'est l'article 340. Alors, enfin, ou avant les derniers points, avant de chuter, c'est les rapatriements de recettes des exportations. Ça, c'est encore une grande innovation, chers camarades. Voilà pourquoi on combat ce code minier, en fait. Rapatriement de recettes des exportations. Avant, on rapatriait, mais le taux était élevé à 40%. Mais maintenant, là, tout opérateur qui exporte nos minerais doit rapatrier automatiquement dans ses comptes se trouvant au Congo, en RDC, 60% de ces recettes. Mais c'est énorme. Pourquoi? Mais c'est pour garantir la stabilité macroéconomique du pays. Mais en même temps, faciliter la fluidité du flux financier au niveau du pays, des devises. Voilà pourquoi il est obligatoirement prescrit que chaque opérateur doit rapatrier 60% de manière... Et ça, c'est pendant l'amortissement de l'investissement. Mais après l'amortissement de l'investissement, c'est 100%. Donc vous rapatriez les 100% de recettes exportées. Donc voilà une des grandes innovations aussi qui a à un moment donné embarrassé les opérateurs miniers. Ce code a aussi l'avantage de consacrer ce que moi j'appelle le droit, je veux dire le droit pénal minier. Un peu à l'instar de la Constitution
qui consacre des infractions constitutionnelles. Ici, on consacre des infractions minières, mais c'est extraordinaire. Désormais, il y a des actes qui sont érigés en infraction, mais sanctionnés en même temps par le code. La fraude minière, tout ça, la non-déclaration, fausse déclaration, bref, il y a toute une litanie qui part des articles 299 à 311. Donc voilà de manière résumée ce que je voudrais dire sur l'exploitation minière proprement dite et puis les innovations du code. Les enjeux, comme vous venez vous-même de vous rendre compte, les enjeux sont beaucoup plus souverainistes. Les opérateurs miniers qui étaient là sur base de l'ancien code, évidemment, ne pouvaient nullement accepter ce nouveau code parce que ça perturbe leurs calculs financiers en termes de dividendes. Mais ça profite à l'État. Et ce code reste autant incitatif aux investissements. Et donc il faut applaudir l'initiateur de ce code, et donc le président Joseph Kabila Kabange. Lorsque vous voyez des plans détester un dirigeant africain, dites-vous bien qu'il a verrouillé à un certain niveau. Donc je crois que ça a été à la base de beaucoup de problèmes. Parce que les opérateurs miniers, ce sont des milliardaires. Au niveau de l'exploitation artisanale, ça c'est le deuxième point. À ce niveau, je vais rappeler simplement que ça a commencé essentiellement avec le diamant. Ceux qui ont grandi à l'intérieur, notamment dans la province orientale, dans les Kasaï, ils savent le phénomène creuseur. C'est tous les enfants qui allaient maintenant au niveau des carrières. On parlait des carrières. D'où vous avez vu des riches. Il y a des gens qui sont devenus des riches, notamment Mike Moussissi, par exemple. Il est sénateur aujourd'hui. Mike Moussissi, un ami que j'ai salué en passant d'ailleurs. C'était ça. Tu as la chance, tu tombes sur une bonne pierre qui coûte, notamment l'affaire Moïka Sangé à l'époque, vous vous rappelez, avec Laurent Désiré Kabila, etc. Et je vous informe que c'est l'exploitation artisanale qui couvre pratiquement 70% d'exploitation minière congolaise. Et au final, c'est inacceptable. Et donc nous proposons très rapidement la création de ces centres de négociation. Vous verrez qu'on va réguler la fixation de prix et sécuriser les exploitants artisanaux. Et donc voilà, mesdames et messieurs, distingués invités, chers amis de la presse, les grandes lignes que je voudrais partager avec vous. C'est une première des séries de conférences de presse sur toutes les grandes questions des mines. Je voudrais peut-être, avant de conclure, épingler la question de la sous-traitance parce qu'on en a longuement parlé. Je vous informe simplement qu'il existe aujourd'hui une autorité de régulation de la sous-traitance qui est créée par décret du Premier ministre, mais qui n'est pas encore opérationnelle. Il y a une loi sur la sous-traitance qui existe. Mais il se pose un problème, les amis. La sous-traitance minière. Oui, on a beau condamner les opérateurs miniers congolais, qui n'ont eu recours à l'expertise extérieure et tout au niveau de la sous-traitance. Mais quelle est l'expertise que nous avons? Quelles sont les écoles professionnelles spécialisées dans tel ou tel minerai de telle ou telle zone d'exploitation? Parce qu'il s'agit des domaines très techniques. Vous savez que je partageais avec mes frères Moubenga, Marcel, vous savez, pour les sauts de moutons et tout, il y a eu une machine dont il fallait recourir à l'expertise d'un Sud-Coréen, d'un expatrié. Vous le savez. Parce que personne des Congolais n'arrivait à manipuler cet outil-là, vous le savez. La soudure de l'aluminium, est-ce que vous savez qu'elle n'est pas une soudure classique? Nos Congolais ont été incapables de souder classiquement au Katanga.
Il fallait recourir encore, en fait, aux experts coréens qui savaient, en fait, et ça coûte énormément cher, même à ces entreprises minières, ne vous en faites pas. Donc ces entreprises auraient aussi voulu que l'État congolais investisse davantage dans la formation technique et professionnelle. Donc ces ministères, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, c'est le ministère le plus important. Commençons tout d'abord par investir dans l'expertise des mines et carrières. À partir de ce moment-là, nous pouvons évidemment dire que les minerais sont obligés de recourir à l'expertise et tout. Vous savez que pour pouvoir fournir l'eau seulement dans une exploitation minière des 4000 personnes, mais il faut avoir l'argent parce que tu fournis cette eau matin, midi, soir. Imaginez, tu fournis 4000 petites bouteilles fois 3, donc vous êtes autour de 12 000 bouteilles par jour, avec emballage. Est-ce qu'on a une entreprise congolaise qui peut faire ça? C'est là toute la question. Est-ce que moi, Congolais, je suis capable de fournir ça? Là où c'est possible, notamment au niveau de la sécurité. Vous savez que, sans citer son nom, mon aîné Gentini Ngobila, à l'époque, il avait créé tout un groupe qui travaille dans la sous-traitance minière. Donc il y a d'autres Congolais, évidemment, qui ont des liquidités, qui travaillent dans ça. Ok? Donc, d'où l'appel que je lance à l'État congolais, à travers le fonds minier notamment, de soutenir et de financer. On identifie les exploitants, les sous-traitants, crédibles, sérieux. On identifie les besoins des entreprises minières et on finance. Ils peuvent même être en corporation. Donc l'administration de mines peut organiser tout un service sous forme de société qui s'occupe d'identification de besoins de sous-traitance dans le mine. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et je le dénonce. C'est que les entreprises minières eux-mêmes créent de petites sociétés de sous-traitance. Et on fait passer en avant-plan un ou deux Congolais. Pourtant, l'argent revient en fait à l'entreprise. Donc ça ne contribue pas à l'ambition qui était celle de promouvoir la classe moyenne. C'est impossible en ce moment-là, parce que c'est l'opération retour. Donc l'État doit très rapidement, à travers l'administration de mines, mettre en place une entreprise, ça ne coûte rien, qui s'occupe spécialement de la sous-traitance minière. Et vous verrez que beaucoup de choses vont changer. On identifie les besoins, on envoie des gens être formés à l'étranger, et puis ils reviennent. Pour chuter, je voudrais simplement tout d'abord vous remercier pour l'attention que vous avez accordée à mon propos, mais aussi vous informer que nous allons amorcer une tournée dans les zones minières, surtout d'exploitation artisanale, à partir de ce 15. On commence par les Lualaba, on va prendre Ituri, Otuele, on ira partout, Kassa et tout ça. Nous voulons échanger et recueillir, évidemment, les doléances des exploitants artisanaux et voir dans quelle mesure les accompagner. Deux, nous allons tenir très rapidement, dans les tout prochains jours, une matinée d'échange avec tous les opérateurs miniers qui sont en République démocratique du Congo. Donc ce sera autour d'un déjeuner ou un dîner. La presse, vous y serez aussi conviés. Je vous remercie. On s'est connus, ça fait plusieurs années, mais depuis que je vais basculer en politique, on a pris les contacts. Je suis content de vous retrouver dans le secteur du départ. Mais j'ai quelques questions, quelques contributions par rapport à votre intervention. L'exploitation minière artisanale, la création des ZEA, les zones d'exploitation artisanale.
aucun des services de l'État qui a fait de recherche pour attester que les sites où l'on doit localiser les artisanaux sont suffisamment organisés. Généralement, les multinationales qui viennent, soit ils tombent sur des concessions exploitées jadis par nos aïeux, soit par les entreprises publiques. Après, on va délocaliser les artisanaux, on les envoie dans des zones non minéralisées. Comme il n'y a rien, ils ont toujours le réflexe de revenir dans les concessions des industriels. Et ce problème n'est pas encore résolu jusqu'à ces jours. Dites-moi combien l'État affecte à la recherche pour délocaliser les artisanaux et les relocaliser ailleurs. Deuxième préoccupation, dans quelle mesure une simple révision de la loi entraîne ipso facto l'augmentation des recettes de l'État? Exemple à l'appui, l'année dernière, les stats du ministère sont clairs. Nous avons produit plus de 1 200 000 tonnes de cuivre, 200 000 tonnes de cobalt, une vingtaine de tonnes d'or. Après la révision du code minier, l'État a-t-il réellement gagné? Et quand j'ai fait la comparaison avec la situation de la Zambie, qui partage la ceinture du cuivre avec nous, la Zambie a produit moins que nous. Et sur les 400, sur les 2 millions, les 100 et les 1 200 000 tonnes de cuivre produites, l'État devait gagner plus ou moins 1,5 milliard. Dites-moi si l'État a réellement gagné les 1,5 milliard en question. Et s'il ne l'a pas gagné, pourquoi? Est-ce que c'est la faute du code minier? Est-ce que c'est la faute des opérateurs miniers? Et la troisième question, la sous-traitance. Une question, soyez tolérants. Une question sur la sous-traitance. La loi l'a prévu. Vous savez, l'État congolais a même créé l'autorité des régulations de la sous-traitance. Mais lorsque je regarde nos capacités financières, parce que l'investissement doit marcher avec le secteur bancaire. Et quand je regarde l'actuelle situation, nous n'avons pas de banques congolaises commerciales. Les banques sont étrangères. Or, les Chinois, les Indiens, les Pakistanais, tous les Asiatiques, nous font la concurrence même dans des secteurs artisanaux qui est explicitement réservé, exclusivement réservé aux nationaux. Alors, l'État accompagne la sous-traitance dans quelle mesure? Si par exemple, je dois créer une usine pour la fabrication de l'acide sulfurique, dites-moi, quelles sont les garanties que je peux avoir de la part de banque et qu'est-ce que l'État peut faire pour moi, pour mon accompagnement? Merci. C'était l'individu qui faisait. Aujourd'hui, avec le système de coopérative, et c'est à l'époque, vous voyez qu'il ramenait le système. J'étais conseiller et avocat d'un Chinois à l'époque, un opérateur. Évidemment, les machines qu'ils utilisaient pour extraire de l'or dans l'Ituri, moi, ça m'étonnait. Alors que nos sœurs sont encore avec ces systèmes de tamis, hein, de tamis, tout ça, et c'est difficile. C'est difficile. Donc voilà, autant des propositions que nous avons. Alors, à propos de mon ami Gabi Boukas-Kouba, que je salue, évidemment, je ne voudrais pas revenir sur le dossier qu'il nous a opposé quand je fus conseiller d'un gouverneur à l'époque. Mais je suis ravi de vous revoir ici. Alors, bon, Gabi, c'est un expert, il voulait effectivement montrer qu'il était expert, c'est difficile de répondre aux questions d'un expert. Zone d'exploitation artisanale, combien l'État affecte, mais je l'ai dit, et je viens d'y répondre. Donc je crois que ma réponse à Moubenga a rencontré votre question. Vous voulez également savoir l'État a-t-il réellement gagné après l'appellation de Soukro? Je l'ai dit. Déjà le fait d'accroître les recettes de 800 millions à 2 milliards, attendu, c'est énorme. Je crois que, alors, ta troisième question, l'impact, là c'est la question de Steve, l'impact sur les populations, en tout cas sur les zones d'exploitation minière, il y a un impact plus ou moins positif. Mais ça ne suffit pas. Il y a des efforts de traçabilité qui doivent être fournis, comme je l'ai dit. Mais en fait, il ne faudrait pas non plus que ce soit seulement la petite zone dans laquelle on extrait de l'or, diamant, cuivre, cassiterite et tout,
que la population puisse voir ses infrastructures améliorées et ses traces à vie. Non. Parce que je vous informe que l'exploitation d'une mine aux carrières implique l'ouverture, l'investissement de beaucoup d'autres secteurs en fait. Ok? Parce que c'est plus ou moins 4 000, 3 000 personnes qui doivent être nourries, donc qui doivent sortir par moment, ils ont besoin des chidas, ils ont besoin des hôtels, ils ont besoin des petites nanas pour se distraire, etc. Donc vous comprenez, ils ont besoin de s'acheter ceci, de s'acheter cela. Ça crée toute une nouvelle vie économique autour de la cité. Et c'est ce qui se fait naturellement vers WhatsApp et ailleurs. C'est pas pour rien, vous voyez tout le monde envier, vouloir aller au Lualaba aujourd'hui. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. On sent que le Lualaba vit en tant qu'aux provinces. Hein? À comparer avec l'Omami par exemple, avec Kasaï oriental, avec d'autres provinces, on verrait que le Lualaba est en train de progresser. Hein? C'est à cause de cela. Mais j'ai proposé que ça s'étende. Il faut impérativement, l'administration minière réfléchisse et voie comment étendre les avantages de ces 15% des ETD, de ces 25% revenant aux provinces voisines et environnantes. Ça va équilibrer le niveau de développement. Vous savez, de l'immersion révolutionnaire d'où je viens à Cuba, il n'y a pas d'illettrés. L'État prend en charge l'éducation de l'école primaire à l'université. Même un taximène a étudié. Un drummer, comme on dit, il a étudié ça en fait à l'école. Et il est universitaire. Juste pour taper, vous voyez, parfois j'allais à l'heure ça. Tout le monde a étudié. C'est lui qui tape au tam-tam. Il a étudié. C'est ce que je viens de proposer. Je dis qu'il faut très rapidement accélérer la mise en place des écoles de formation professionnelle et technique. Et qui soient essentiellement spécialisées dans le domaine minier. Aujourd'hui, nous avons vocation minière et puis agricole. Il faut des écoles de professionnels dans ça. Et vous verrez qu'un artisanal, un mineur, y va en connaissance de cause. On n'y va pas, et aujourd'hui, c'est comme un richeton, hein, c'est comme une poubelle. On dit, on a gagné vite, qui est dans la creuseur, dans un mineur. Nous qui avons grandi à l'intérieur, c'était ça. Vous levez un bon matin, vos amis d'enfance, vous dites que non, on va commune avant, creuseur. On faisait souvent la confusion entre diamantaire et diamantifère, je me rappelle quand on grandissait. Vous voyez un peu? Non, mais ça doit être étudié. Donc vous avez raison, il faut très rapidement que l'État évite ce qui est arrivé. Vous savez que les phénomènes WEWA, c'est la résultante justement de l'échec de l'encadrement des opérateurs artisanaux du Kasaï oriental, qui à un moment donné, ils se sont retrouvés, lorsque l'exploitation artisanale a eu des problèmes dans les Kasaï, ils devaient tout à fait se retrouver ici. J'en parle parce que, évidemment, je suis aussi des Mbujimaï. Donc je sais de quoi je vous parle. Okay? Donc tous mes cousins, tout ça, ils ont été obligés de venir ici à la recherche du mieux-être. Pourtant, il y avait lieu de pouvoir les encadrer pour une réinsertion sociale autre, par exemple, que les taximènes. Il y a des mots. Donc, je suis d'accord avec vous. D'où, je suis en train d'insister, les SAEMAP doivent faire son travail. Les SAEMAP doivent vraiment être au four et au moulin. Le ministère, à travers ses différents services, doivent travailler pour aujourd'hui. Quand on nomme quelqu'un ministre de la profession, de la formation professionnelle, je crois mon ami Germain Kandinga, il est vice-ministre de la formation. On lui dit non, on va payer syndicat. Non, on l'a négligé. Non. Vous voyez un peu. Non, il fallait pas nommer des ministres de la finance, juste ministre de la finance. Non, mes amis. Donc, tout un appel que je lance, on doit y mettre beaucoup de moyens et identifier, comme un des intervenants a dit, l'essentiel dans les secteurs miniers. Qu'est-ce qu'il faut, même à risque aussi la sauver? Qu'est-ce qu'il faut réellement donner comme enseignement aux enfants dans les secteurs miniers? C'est très important. Kinkela, dans l'immutabilité, les miniers pensent que